Là, pour maintenant, Omar, je termine juste là, pour le problème de la renaissance africaine, des émergences, le problème de la renaissance africaine et des problématiques principaux qu'on trouve en Afrique. Je pense que certainement il y a une partie de notre culture qui est là-dedans, mais il y a une partie aussi de notre mentalité qui a été déformée par les siècles d'esclavage, les siècles de colonisation. Il y a certains qui ont été facilement formatés à l'école coloniale, à l'école du blanc. Et cette façon de penser, de voir ce recul, et même si on peut le faire, on ne le fera jamais. C'était ahurissant qu'on pouvait trouver, tout le monde le dit, à toi si de parler du cas du Sénégal. Tout ce qui est tout ce qui est... On exportait même hein, les plombiers, non, les menuisiers métalliques et autres. Mais pourtant, quand on a de l'argent, on n'achète jamais le meuble sénégalais. On préfère aller payer les meubles italiens qui, au bout de 2 jours, se cassent, mais on va le faire. Pourtant, les Sénégalais vont faire la qualité plus que ça. Parce qu'on est conditionné par ça. Quand on n'a pas amené quelque chose de l'extérieur, ce n'est pas de nous. Donc, le fondement, c'est peut-être les siècles de colonisation, les siècles un siècle de colonisation et 3 siècles d'esclavage ont formaté notre mentalité de foi. On ne voit pas tout ce qui n'est pas de l'extérieur pour faire bien. Tu te présentes avec un projet bien bancable aujourd'hui, toi, devant n'importe quel Sénégalais, une autorité sénégalaise, avec un petit blanc qui ne connaît absolument rien, il va être regardé par rapport à toi. Parce qu'on a cette mentalité de voir les choses, que si ça vient du blanc, c'est la meilleure des choses. Peut-être c'est ça que Cheikh Anta a dit. Et c'est le véritable message qu'il faut. Tant qu'on n'est pas retourné à notre façon de penser, qui était africaine en général, et qui a des références très solides, tant qu'on n'est pas retourné sur ça, on ne sortira pas de même. Et ça, pour le faire, il faut connaître. Il faut simplement se complaire là-dedans. On a une meilleure histoire. Certains le font le chant. On a ça, je suis... toi, tu es Nieno, tu es Griot, moi, je suis ça. C'est pas ça, l'histoire. La vraie histoire pour connaître la réalité de ce que les Noirs ont contribué à créer la civilisation universelle. Comment ils ont créé. Je pense que ce qui dit ces ouvrages, il a donné énormément de références pour ça. C'est là, peut-être, le point de départ qu'on doit pouvoir retrouver. Par une remarque qui me semble extrêmement importante, c'est lorsque quelqu'un disait il ne faut pas dire que reste-t-il de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il a raison, je pense qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut retenir comme enseignement de Cheikh Anta Diop. Je crois que c'est le truc qui a été retenu au début. Peut-être que c'est une erreur de sémantique qui se corrige très 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 vite. Par contre, quand la même personne dit que l'État n'a jamais empêché d'enseigner l'œuvre de Cheikh Anta Diop, je m'inscris totalement en faux contre ça. Parce que l'éducation nationale est un acte constitutionnel défini dans la Constitution et qui est garanti par qui? Le chef de l'État qui l'a défini. Donc c'est totalement faux de dire que l'État interdit l'enseignement de Cheikh Anta Diop. L'État est responsable de tout ou il n'est responsable de rien du tout. Et quand il n'est responsable de rien du tout, c'est beaucoup plus grave. Ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. L'autre chose, c'est l'acharnement contre Sarkozy. Oui, là également vous avez raison. Je crois que d'ailleurs, sur ce plan-là, on peut rejoindre très vite à ce que disait Mamadou Diouf, qui mettait surtout l'accent sur la responsabilité des professeurs d'université et des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui applaudissaient quelqu'un qui leur disait « vous n'êtes pas rentré dans l'histoire ». Et par la suite de voir toute la crème intellectuelle africaine se réunir pour répondre à Sarkozy. Peut-être que ce n'était pas la peine parce que Sarkozy, en fait, ce qu'il a fait, c'est son droit. J'appelle ça le droit à l'ignorance. Quand quelqu'un refuse de s'éduquer, il n'y a pas de problème, il refuse de s'éduquer. Il refuse de s'éduquer, il n'y a pas de problème. Où est l'intelligentsia africaine lorsqu'on rédige des résolutions? L'intelligentsia africaine, elle est écartée. En réalité, c'est ce que je parlais tout à l'heure de la négation peut-être des compétences et qui peut-être nécessite aujourd'hui un retour vers le réveil idéologique porté justement par l'afrocentrisme. C'est la raison pour laquelle je tiens toujours, moi, à lier en fait la pensée d'un auteur aux événements que nous sommes en train de vivre. Et c'est peut-être là qu'il faut peut-être aller chercher, si vous voulez, les ingrédients qui nous permettent de retrouver cette dignité-là. En faisant quoi? En valorisant nos compétences. Alors si elles n'existent pas, c'est parce que simplement elles sont écartées. Et elles sont écartées par qui? De ceux qui décident. Et ceux qui décident en réalité en Afrique, ils ne décident de rien du tout. Ils ne sont justement que les pions, justement que pousse une certaine oligarchie occidentale contre laquelle nous n'avons jamais pu débattre. C'est peut-être le moment de le faire. Le seul problème maintenant, c'est quoi?
c'est que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disaient la même chose dans des conférences comme celle-là, quelque façon de voir beaucoup plus dur. Et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, justement, ils sont rentrés dans le moule et ils sont devenus comme tout le monde. Peut-être qu'il y a là quelque chose à aller chercher de façon anthropologique sur la façon dont on conçoit peut-être la politique en Afrique. Et là, il faut agir sur les conséquences. Et ce genre de rencontre-là, ce n'est pas justement à minimiser, parce que ça participe justement de l'éveil. Parce que même si c'est une fois par année, il faut absolument le faire. Ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'idolâtrer Cheikh Anta. D'ailleurs, si quelqu'un cherche à idolâtrer Cheikh Anta Diop, où est le problème? Les gens font des thèses sur la pensée d'Aristote, sur la pensée de Platon. Pourquoi on n'en fait pas sur Cheikh Anta Diop? Et c'est peut-être parce qu'on l'idolâtre qu'on va faire une thèse sur lui. Et plus on est passionné, plus on a des chances d'atteindre l'objectivité scientifique. C'est faux de dire qu'il faut de la distance et s'écarter de son sujet pour atteindre l'objectivité scientifique. Non, plus vous êtes passionné, plus vous creusez dans la recherche, plus vous allez en profondeur. Il faut faire très attention à ça. La deuxième chose, c'est quoi? Je disais la deuxième chose, peut-être j'en suis à la quatrième chose. Démocratie au Mali. Vous savez, démocratie au Mali. Et on disait que le Mali est un exemple démocratique. On dit aussi que le Sénégal est un exemple démocratique. On dit que les États-Unis sont un exemple démocratique. On dit aussi que la France est un exemple démocratique. Un exemple démocratique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que la démocratie, ce n'est jamais un État, c'est un processus. Et je me souviens lorsque je finissais ma thèse à la fin des années 90, vous savez, la fougue qui caractérise celui qui vient de finir sa thèse, je disais à Mamadou Diouf que je suis contre. Tu peux sortir? Non, tu peux sortir avec ton téléphone. Je disais donc que la démocratie, ce n'est jamais un État, c'est toujours un processus. Et je me souviens quand j'ai finissé donc ma thèse au début des années 90, vous savez, la fougue qui caractérise celui qui vient de finir sa thèse, il pense qu'il connaît tout. Et alors je disais à Mamadou Diouf que je suis contre le concept de transitologie que vous avez importé en fait en Afrique, alors que c'était un concept qui s'appliquait à l'analyse des transitions démocratiques dans les pays de l'Est. Il m'a dit, oh Ndiaga, fais attention, attention, attention. Je lui disais, mais laissez-moi au moins expliquer grand. Il me dit, c'est quoi? En bon français, c'est le passage d'une étape à une autre. Et le passage, il peut être progressif, tout comme il peut être régressif. Alors qu'une démocratie, bien digne de ce nom, peut aussi transiter. Si elle transite vers le progrès, on est dans l'enchantement démocratique, on est dans la consolidation. Et si elle transite vers la régression, on est dans la régression démocratique, on est dans le désenchantement démocratique. En 2004, vous étiez là-dedans, il m'a dit, Ndiaga, vous m'avez convaincu. Ça, c'est une preuve de modestie. Une démocratie, elle est toujours dans un cycle éternel de processus, fait de consolidation et de déconsolidation. Toujours. La position du Sénégal sur l'OUA, on dit que oui, que le Sénégal est l'une des seules constitutions à mettre l'Union africaine dedans. C'est mal connaître en fait les autres constitutions qui existent en Afrique. Le Sénégal a été l'un des derniers pays à inscrire l'Union africaine dans sa constitution. Et ce n'est pas le fait de l'inscrire qui est important. Ce sont les pratiques qui sont beaucoup plus importantes. Parce que ce sont les pratiques qui nous enseignent en réalité sur la détermination que l'on a à faire avancer les choses ou pas. S'il ne s'agit que d'écriture, les Sénégalais sont ceux qui écrivent le mieux. S'il ne s'agit que de discours, ils sont ceux qui discourent le mieux. Le problème, c'est la pratique. L'autre chose, les thèses sur Cheikh Anta Diop des universitaires, vous avez raison, rien n'interdit à un universitaire en fait d'écrire sur Cheikh Anta Diop et d'enseigner Cheikh Anta Diop. Et le problème, c'est à la base, c'est l'éducation nationale. D'ailleurs, le seul ministère au Sénégal, de tous les ministères où il y a l'acronyme national, c'est l'éducation nationale. Ça veut dire qu'on la laisse à personne, c'est l'État qui doit la définir. Mais si cet État-là décide justement de se taire dans le contenu des curricula enseignés aux jeunes, qu'on leur dise ne mettez pas les ouvrages de Cheikh Anta Diop, je suis désolé, quand on arrive à l'université, on arrive déjà avec beaucoup de faiblesse, même si on est professeur, et c'est nous-mêmes qui devrons faire notre éducation pour découvrir Cheikh Anta Diop. C'est là que le bas blesse. C'est là où j'ai le mal. C'est beaucoup plus sûr. Manquement de Cheikh. Moi, je ne vois pas de manquement de Cheikh. Je vous l'avoue. Je vous le dis très sérieusement. Par contre, j'ai lu des gens qui ont cherché à étudier les manquements de Cheikh.
Mais je suis sorti de la confrontation de ces deux lectures-là insatisfait de leurs arguments. Il y a Moudoubé, il y a Paulin Antoundji, qui dit par exemple qu'il n'est pas d'accord que Cheikh Anta Diop cherche à décrire une philosophie africaine qui serait purement authentique. Que ce n'est pas vrai. Que Cheikh Anta Diop ignore les évolutions sociales qui peuvent quelquefois créer des cassures, des césures dans l'évolution philosophique. Mais ça, c'est ça. C'est son argument. Il ne me convainc pas. Et puis, ce n'est pas parce que les gens contredisent Cheikh Anta Diop que ce qu'il dit n'est pas valide. Sinon, nous ne rendrons pas hommage au principe de la falsifiabilité de Karl Popper. Le panafricanisme pour venir là-dessus. C'est des voies complètement différentes qui mènent vers une même finalité. Ils n'ont été jamais d'accord, ceux qui ont été au cœur du panafricanisme. William Dubois et Massou Gavé étaient les plus grands ennemis. Voilà. Les plus grands ennemis. Gavé disait que ce qu'il appelait la reconstruction blanche, ça passait par une intégration des populations noires dans les populations blanches occidentales. Marcus Gavé était pour le séparatisme racial. Voyez-vous. Okay? William Dubois disait justement que le capitalisme est à l'origine de la souffrance des Noirs. Marcus Gavé disait, moi je veux voir des capitalistes noirs aux États-Unis. Où est le problème? Et si vous venez en Afrique, Ontoundji, Moudoubé, etc., veulent le panafricanisme, mais ils n'empruntent pas les mêmes voies que Cheikh Anta Diop. Je peux vous citer aussi Mamadou Diouf et Mohamed Mbouy. Sauf qu'eux, ils prennent des précautions scientifiques. Ils disent que chaque fois qu'on essaie en fait de critiquer la pensée de Cheikh, le problème c'est qu'on risque d'être accusé d'antipatriotisme. Alors ils préfèrent aller voir ailleurs. Ça existe aussi. Moi, si vous me demandez les manquements de Cheikh, je n'en ai pas vu. Et si on vous dit que vous idolâtrez Cheikh Anta Diop, mais où est le problème? Vous avez le droit de vous débattre. Où est le problème? Où est le problème? Les gens idolâtrent leurs héros. Ils les idolâtrent, ça ne pose aucun problème. Les partis de Cheikh, là aussi je dois corriger peut-être quelque chose parce que quand on s'investit justement dans la lecture de l'histoire politique du Sénégal, vous vous rendez compte que Cheikh n'a pas créé que le RND. Cheikh a créé au moins 3 partis. Oui. Il ne faut pas oublier que Cheikh a été secrétaire général des jeunesses du RDA, qui était rattaché au Parti communiste français avant que Mitterrand ne décide justement de l'extraire, pour des raisons qui ne sont pas toujours avouables, comme disait l'autre. Cheikh a ensuite créé le bloc sénégalais. Ensuite, le Front national sénégalais, ouais, le mot national revient pourtant. Et ensuite, seulement le RND. Le problème que je peux voir, le manquement que je peux voir, c'est ce qui déforme la pensée de Cheikh Anta Diop en continuant à dire qu'ils sont les disciples de Cheikh Anta Diop. Parce qu'ils tombent très facilement dans le réflexe jovdanien qui consiste justement à considérer une œuvre comme étant scientifique que si elle est orthodoxe et radicale. Non, les gens peuvent avoir la même finalité, le même objectif et emprunter des voies différentes pour y arriver. Ça également, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter et c'est un manquement grave sur certains disciples de Cheikh. Ensuite, j'ai résumé, j'ai développé une culture du bref. Je peux continuer jusqu'à 3 h du matin parce qu'après le café, je suis en forme. En France, à exterminer ses collaborateurs. Là également, il faut faire très attention. Très attention. L'œuvre révolutionnaire française, elle est encore insuffisante. Et les insuffisances se découvrent encore 200 ans après. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on cherche à faire la comparaison entre la révolution tranquille québécoise et la révolution tranquille, à la révolution dure et violente française, moi j'ai l'habitude de dire que la révolution tranquille a apporté beaucoup plus, quelquefois, d'effets positifs que la révolution française. Ils ont eu problème quelquefois. Vous savez, il y a eu un débat entre Tariq Ramadan et Sarkozy. Et Tariq venait de faire justement une affirmation en disant qu'il faut en fait une sorte, si vous voulez, de moratoire. Merci beaucoup sur la lapidation des femmes. Le problème c'est quoi? C'est que Sarkozy savait que c'est là qu'il allait le piéger. Mais si Tariq Ramadan était bien préparé, Sarkozy ne l'aurait pas piégé. Il s'agirait simplement de retourner à Sarkozy le malaise qu'il venait de lui faire, en lui posant la même question. Comment la France, qui a fait la Révolution française, qui a inscrit dans sa déclaration des droits de l'homme l'égalité des sexes, et dans cette France-là, jusqu'à très récemment, l'adultère était preuve légale de divorce quand c'était commis par l'homme, quand c'était commis par la femme, quand c'était commis par l'homme. Alors dites-moi, M. Sarkozy,
qu'est-ce que vous, gouvernement français, 200 ans après, vous faites de l'égalité? Et là, on appelle ça en communication politique réinversion de la source du malaise. C'est de retourner à votre interlocuteur la même question qui le met aussi bien dans le mal que vous. Et la discussion s'arrête là. Dito pour la charte des valeurs québécoises. L'équité salariale, là, les femmes et les femmes, on n'en est pas encore rendu. Mais on parle toujours de... Je continue. Sur la tolérance religieuse et les religions africaines. Vous savez, moi, je vous disais tout à l'heure que de voir un imam qui a autant de gris-gris qu'un lutteur traditionnel, ça ne me dérange pas. Au contraire, même, je m'en réjouis. En 2005, il y avait la célébration du centenaire de la loi française de 1905 sur la laïcité. Et quelqu'un me demandait, avec tout ce que vous dites sur les marabouts, est-ce qu'on en arriverait un jour au Sénégal à une laïcité qui ressemblerait à ce qu'on voit en France? Je lui disais, mais la laïcité est une invention française. La laïcité est le produit d'une trajectoire propre à la société française. Mais aussi loin que vous remontez dans l'histoire propre des sociétés africaines, surtout noires, il n'y a jamais eu de séparation entre le temporel et le spirituel. Et c'est ça que Cheikh Anta Diop voulait dire lorsqu'il disait que les religions sont authentiquement africaines. Et pour le cas du Sénégal, je remonte à 1694. L'islam n'était même pas encore là, avait associé les chefs coutumiers traditionnels à la gestion administrative des frontières. Donc oui, au Sénégal, on peut avoir une autre forme de laïcité, mais qui demande chez nous, intellectuels, une réinvention conceptuelle pour la qualifier, cette pratique-là que nous avons au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez au Sénégal? Les mosquées même achevées ne sont pas loin de faire le plein. Les chapelets sont de plus en plus longs. Mais dès que vous sortez des mosquées, vous avez des jupes qui sont de plus en plus courtes. Et vous avez des nombrils qui prennent des bols d'air. Mais ces nombrils qui prennent des bols d'air et ces jupes de plus en plus courtes, c'est une pratique laïque sénégalaise qui demande une invention conceptuelle. Ça montre quoi? Que le ventre et le bas-ventre sont les véritables bastions de la laïcité. Alors, il y a eu tout de suite, ce n'était pas les questions que j'avais notées, mais j'ai rebondi tout de suite pour ne pas l'oublier, sur l'unicité en fait des religions africaines. Le professeur Lam essayait de répondre à ça en résumant justement l'unicité de Dieu dans les religions africaines par un concept qu'il y a le Nguet étant la mer qui renvoie pour lui à l'unicité divine. Donc ça, c'est une question qui est réglée par lui. Est-ce que ça se discute ou pas? Les contradictions, c'est l'essentiel des sciences sociales. L'autre chose, sur les thèses de Cheikh Anta Diop qui sont enseignées, je peux avoir du bizarre pour le truc. attention, il ne va plus s'arrêter. Moi, je suis comme les désert, je demande lentement, mais quand je me chauffe. Sur les thèses de Cheikh Anta Diop, est-ce qu'elles sont enseignées à l'université ou pas? Oui, elles sont enseignées à l'université. Et en dehors de l'université Cheikh Anta Diop, Molefi Assane a dirigé 100 thèses, centaines de thèses. Et depuis là, peut-être qu'il y en a plus. 100 thèses sur la pensée. 100. Qu'est-ce que les travaux de Cheikh ont apporté à l'identité noire? C'est le colloque du Caire de 1974 qui y a répondu, parce que jusqu'en 1974, tout le monde disait que Cheikh ne faisait en fait que des affirmations gratuites. Il n'avait pas les preuves matérielles de tout ce qu'il avançait. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le colloque de Caire, quand l'UNESCO l'a invité à participer à l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique, sa condition c'était qu'on organise d'abord un colloque dans un cours duquel il puisse faire entendre ses thèses. Et il avait dit que d'ailleurs les conclusions ne vont pas être écrites par moi. Je ne participerai pas à l'écriture des conclusions. Il faut que ça soit fait par des égyptologues qui sont contre mes thèses. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Nous n'avons rien pu opposer de scientifique aux thèses développées par Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, le niveau de préparation était tel que nous n'avons rien pu opposer. Et ils ont souligné le caractère interdisciplinaire des conclusions de Cheikh. Parce que Cheikh allait au-delà des spécialistes anthropologiques de l'Égypte ou des spécialistes purement historiques de l'Égypte ou des spécialisations purement linguistiques de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle, quand on a demandé à Théophile Obenga est-ce qu'il y a un remplaçant de Cheikh, il a dit c'est pas possible parce que Cheikh était plus qu'un savant, c'était une encyclopédie.
on ne peut être que spécialiste de Cheikh dans un domaine donné. Cheikh avait même un certificat d'esthétique pour étudier la mélanine. L'autre chose, il ne faut pas idolâtrer Cheikh Anta Diop parce que ce n'est pas un dieu. Vous avez peut-être raison, pourquoi pas, moi je ne l'idolâtre pas, mais pourquoi rejetterais-je ceux qui l'idolâtrent? Si les dieux immatériels existent, le dieu matériel peut exister, il faut matérialiser Cheikh Anta Diop. Moi ça ne me pose pas de problème. La maladie universelle des intellectuels, vous savez c'est quoi? C'est que puisque je ne le pense pas, les autres ne devraient pas le penser. Il faut sortir là de cette forme de narcissisme et de surestimation du moi qui est la maladie universelle des intellectuels. Moi je ne le pense pas, mais ceux qui me le pensent ne me dérangent pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, personnellement? Je suis d'avis que chacun peut faire quelque chose dans son domaine, parce que personne ne sait tout. Moi, qu'est-ce que je fais ici pour participer au développement de l'Afrique? C'est dans le cadre de mon champ de recherche. Tous mes cours donnés à l'université sont enregistrés sur vidéo, gérés dans une plateforme audiovisuelle de l'AUF qui s'appelle Partage des Savoirs, et ils sont directement enseignés à l'université Cheikh Anta Diop. Et tous les 3 mois, j'y retourne juste pour l'évaluation et compléter oralement. Ça, c'est quelque chose. Et chacun dans son domaine d'expertise peut faire ça. Nous sommes les plus grands. On transfère beaucoup d'argent en Afrique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit que c'est les immigrés. Il faut faire en sorte que le transfert de l'argent soit proportionnel au transfert des connaissances que nous avons acquises ici. C'est ça que je pense. Et puis, l'autre chose, pourquoi les idées de Cheikh n'ont pas réussi, surtout politiquement? Oui, là, vous avez raison, ça a été un grand manquement. Et je pense qu'en fait, Cheikh comprenait aussi bien que Senghor ce qu'il fallait faire pour réussir en politique, mais il n'était pas prêt à le faire. C'est ça la réalité. Okay? Il n'était pas prêt à le faire. Senghor avait compris que le déficit de légitimité sociologique de son État, il fallait aller le combler en s'associant avec les marabouts. Et c'est pourquoi ils étaient ses plus grands amis. Et ces marabouts-là, ça n'a rien de négatif, comme je vous l'ai dit. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans ces artefacts, la mondialisation. L'arrivée des marabouts donc au XVIIIe et au XIXe siècle est venue combler ce vide-là historique créé par ces traumatismes. Là où donc l'État n'a pas réussi, c'est-à-dire créer des réseaux de communication sociale qui atténuent les difficultés nées d'une urbanisation brute qui sort directement de la colonisation. Les marabouts, eux, y ont réussi et Senghor avait compris ça. C'est la raison pour laquelle il s'est associé à eux pour combler le déficit de légitimité de son pouvoir. Peut-être que Cheikh ne l'a pas compris ou il l'a compris mais il n'était pas prêt à faire ce sacrifice. Est-ce qu'il faut les opposer systématiquement? Il y en a qui le font. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que personnellement, les deux m'ont beaucoup apporté. Vous savez, moi j'étais lauréat du concours général en philosophie et le sujet c'était quel sens y a-t-il à parler de progrès historique? Je vous avoue que si je n'avais pas lu Cheikh Anta Diop, je n'aurais jamais su ce que Hegel a dit sur l'histoire des idées. Et c'est par Cheikh Anta Diop donc que je suis passé pour connaître, parce que Hegel n'était même pas enseigné en ce moment-là, c'était le dernier chapitre de nos programmes en philosophie. Si je n'avais pas lu Cheikh, je n'aurais pas réussi. Mais Senghor aussi m'a apporté parce que c'est Senghor qui a créé ce prix-là. Et toute la motivation, c'est par Senghor que j'ai lu. Je ne rêvais que d'une seule chose, c'est d'arriver un jour au concours général pour que Senghor me remette un prix. Malheureusement, quand j'y suis arrivé, il était déjà parti. Et je vous assure que sa nomination à l'Académie française, je l'ai vécu comme si c'est mon père qui a été élu à l'Académie française, parce que je me dis que voilà quelqu'un qui a taquiné le statut du divin et qui se retrouve reconnu dans la communauté des immortels. Donc je ne les oppose pas. Pourquoi chercher à les opposer systématiquement? J'ai vécu dans une maison où même quand Senghor sort à la télévision, mon père demande de l'éteindre parce qu'il ne veut pas voir l'image de Senghor. Lui-même a subi, si vous voulez, les foudres de la répression.